Bonjour, je m'appelle Léo, j'ai 24 ans et je suis ébéniste. Ce qui veut dire que je passe mes journées les mains dans la sciure et avec l'odeur de la cire d'abeille dans les narines. Je vis à Lyon, dans un petit atelier appartement sous les toits de la Croix-Rousse, où le bruit des métiers à tisser a été remplacé par celui, plus doux, de mes outils sur le bois. C'est un travail qui demande de la patience, et j'en ai. L'air chez moi sent toujours un mélange de térébenthine, de café froid et de la poussière fine du chêne que je suis en train de travailler. Le plancher grince à chaque pas, une musique familière. En ce moment, je passe un dernier coup de papier de verre sur un pied de table, le grain du bois devenant lisse comme de la pierre sous mes doigts. Dehors, la ville vit sa vie, un bruit de fond lointain qui ne me dérange jamais. Mes journées commencent avant le soleil, rythmées par des gestes précis. La cafetière italienne siffle à 6 heures. Je bois mon café debout, en regardant mes plans épinglés au mur. Je trace une ligne sur une planche, je vérifie l'angle avec mon équerre. Je sens le poids du rabot dans ma main. Chaque objet a sa place. Chaque mouvement a un but. C'est simple, c'est calme. C'est tout ce que je connais depuis des années. Je ne suis pas seul, pas vraiment. Il y a Marc, mon meilleur ami, qu'on peut considérer comme mon frère. Mais la plupart du temps, c'est juste moi et le bois. Le soir, je mange souvent face à la fenêtre. Je regarde les lumières de la ville s'allumer une par une. Je lave mon assiette, et ma fourchette, mon verre, et je les range. Le silence est juste une habitude, comme le fait de balayer la sciure avant de fermer l'atelier pour la nuit. Ma dernière copine disait que j'étais prévisible, que ma vie était une ligne droite sans surprise. Elle est partie il y a 2 ans. Parfois, ces mots me reviennent. Mes mains s'arrêtent alors au-dessus d'une planche de merisier. Je fixe le bois un instant, puis je reprends mon rabot, en appuyant juste un peu plus fort que nécessaire, jusqu'à ce que la surface soit parfaitement plane et que la pensée soit partie. Ce soir-là, le téléphone a sonné vers 10 heures. Le son a fendu le silence de l'atelier, strident et déplacé. J'ai posé mes outils sur l'établi, j'ai essuyé mes mains couvertes de poussière sur mon jean et j'ai décroché le vieux combiné. Il était froid contre mon oreille et j'ai attendu, ne sachant pas qui pouvait bien appeler à cette heure. Personne ne m'appelle jamais si tard. C'était Juliette, la cousine de Marc. Je l'avais vue quelques fois au repas de famille, toujours un peu à l'écart, comme moi. Je me souvenais de ses yeux verts très vifs et de cette mèche de cheveux cuivrés qui tombait toujours sur son front. Je me suis adossé à l'établi. Ma main a trouvé, sans que j'y pense, le petit oiseau en bois que je polissais depuis une semaine. Sa voix était rapide, un peu essoufflée. Elle n'a pas tourné autour du pot. Son copain l'avait quitté. Le mariage de sa sœur était samedi, dans 3 jours. Elle ne voulait pas y aller seule, affronter les regards, les questions. Pendant qu'elle parlait, je faisais rouler l'oiseau lisse et tiède entre mon pouce et mon index, sentant les courbes délicates de l'aile que j'avais mis tant de temps à sculpter. Puis elle a lâché la phrase. Fait semblant de m'aimer juste pour le week-end. Mes doigts se sont immobilisés. Le bois de l'oiseau a semblé s'arrêter de vivre dans ma main. Un silence a suivi sa demande, assez long pour que j'entende ma propre respiration. Dehors, une sirène a hurlé au loin, puis s'est tue, nous laissant dans ce vide. Mon regard a balayé l'atelier, les outils bien rangés, les planches de bois alignées contre le mur, un monde ordonné, logique. Sa proposition, c'était l'inverse. C'était du désordre, de l'improvisation. Je me suis approché de la fenêtre, regardant un tramway passer en bas dans un crissement métallique. Je n'arrivais pas à trouver une seule bonne raison d'accepter. Pourtant, j'ai dit oui. Je ne sais toujours pas pourquoi. Peut-être à cause d'une minuscule fêlure dans sa voix au milieu d'une phrase, un détail presque imperceptible. Le mot « d'accord » a sonné étrangement dans le silence de la pièce. J'ai posé le petit oiseau sur le rebord de la fenêtre, comme pour marquer une décision que je ne comprenais pas moi-même. Elle m'a donné l'adresse, l'heure. Vendredi matin. Le mariage était en Bourgogne, à 2 heures de route. J'ai attrapé un crayon de charpentier et j'ai noté les détails sur une chute de chêne posée sur mon bureau. Alors, à vendredi, Juliette. La ligne a coupé. Je suis resté là, à fixer le morceau de bois avec son nom écrit dessus, le seul élément de désordre dans ma soirée. Le vendredi matin, j'ai fixé le morceau de chêne avec son nom dessus avant de le glisser dans la poche de ma veste. Dehors, l'air était frais, l'odeur de la pluie de la veille flottait encore entre les immeubles. J'ai vérifié 3 fois que j'avais bien fermé la porte de l'atelier, mes doigts s'attardant sur le métal froid de la clé. Je n'étais pas nerveux, juste décalé.
comme si j'enfilais les chaussures de quelqu'un d'autre pour la journée. Arrivé à l'heure exacte, je l'ai vu descendre la rue, tirant une petite valise à roulettes dont une des roues faisait un bruit agaçant sur les pavés. Elle portait un long manteau beige et cette mèche de cheveux cuivrés tombait déjà sur son front. Elle l'a repoussé d'un geste rapide en me voyant, un léger pli d'incertitude au coin de ses lèvres. J'ai donné un petit coup de pied dans le pneu de ma vieille camionnette, comme pour vérifier la pression. Son regard a balayé le véhicule, un sourcil légèrement haussé. La peinture bleue était écaillée par endroits et une fine couche de poussière de bois recouvrait le tableau de bord. « Elle roule », j'ai dit. Ce n'était pas une question. Elle a eu un petit sourire. C'est tout ce qui compte. J'ai pris sa valise, plus légère que ce que j'imaginais, et je l'ai mise à l'arrière, à côté de ma caisse à outils que je n'avais pas pris le temps de sortir. Le trajet a commencé en silence. J'ai allumé la radio, une station qui passait de vieux morceaux de rock français. Mes mains agrippèrent le volant un peu trop fort. Juliette regardait par la fenêtre, les doigts de sa main droite tapotant un rythme silencieux contre sa cuisse. Le soleil perçait les nuages, projetant des ombres fugaces sur son visage. Je pouvais sentir son parfum, quelque chose de propre et de vert, comme de l'herbe coupée. Après une bonne heure de route, je me suis arrêté à une aire d'autoroute. Le café de la machine était imbuvable, mais il était chaud. On s'est assis à une table en plastique dehors. Le vent faisait claquer une bâche publicitaire à proximité. Il tenait son gobelet à deux mains, comme pour se réchauffer, même s'il ne faisait pas si froid. Ses yeux verts balayaient les voitures qui passaient, évitant les miens. « On devrait établir quelques règles », a-t-elle dit soudainement, sa voix un peu rauque. Elle a reposé son gobelet avec un bruit sec. Juste les bases, pour que ce soit crédible. Hoché la tête, enlevant une miette invisible de mon jean. « D'accord. Comme quoi ?» Je me suis concentré sur le mouvement de mes doigts pour ne pas la fixer. C'était elle qui avait l'air de savoir comment ce genre de choses fonctionnait. Elle a commencé à lister des choses en tapotant ses doigts sur la table. On se connaît depuis 6 mois. On s'est rencontrés par Marc, évidemment. J'étais venu réparer une étagère chez elle. Pendant qu'elle parlait, j'ai sorti le petit oiseau en merisier de ma poche. Mes doigts ont lissé les ailes une dernière fois. Le bois était devenu tiède à force d'être dans ma main. Quand elle a fini, un silence s'est installé. Je lui ai tendu l'oiseau par-dessus la table. « Tiens !» Elle a froncé les sourcils, surprise. Ses doigts ont effleuré les miens en le prenant. C'était un contact si bref que j'aurais pu l'imaginer. « C'est quoi ?» Sa voix était plus douce. Elle a fait tourner l'objet entre son pouce et son index, suivant les lignes que j'avais passé des heures à poncer. « Rien, juste un bout de bois. Ça occupe mes mains. » J'ai haussé les épaules et j'ai bu une gorgée de mon café amer. Elle n'a rien dit. Elle a continué à regarder l'oiseau, la tête légèrement penchée. Une petite cicatrice presque invisible est apparue sur son menton. Finalement, elle l'a glissé avec précaution dans la poche de son manteau, comme si c'était un objet fragile et précieux. Sur la route, l'ambiance avait changé. Pas de beaucoup, mais c'était là. Poser une question sur mon travail, sur les essences de bois que je préférais. Je lui ai parlé du chêne, de sa densité, de l'odeur qu'il dégageait sous le rabot. Elle écoutait vraiment, la tête tournée vers moi, oubliant le paysage qui défilait. On est arrivé au domaine en début d'après-midi. C'était une grande bâtisse en pierre blanche, entourée de vignes parfaitement alignées. Des voitures chères étaient garées sur le chemin de gravier. J'ai coupé le moteur de ma camionnette, qui a tout sauté avant de se taire. Le véhicule semblait déplacé, un peu vulgaire au milieu de tout ce luxe tranquille. On est resté assis un instant. « Prêt ?» a-t-elle murmuré. Elle se mordillait la lèvre inférieure, un geste que je ne lui avais jamais vu faire. Elle a sorti un petit miroir de son sac et a vérifié son reflet, repoussant sa mèche de cheveux une fois de plus. J'ai regardé mes mains sur le volant. Elles étaient propres. La callosité et les petites coupures étaient toujours là. Elle n'avait rien à faire ici. « Il faut y aller », j'ai dit. Je suis sorti de la voiture. Le gravier a crissé sous mes chaussures de travail. J'ai fait le tour pour lui ouvrir sa portière, un geste qui ne me ressemblait pas. Elle est sortie, a lissé son manteau. Son regard a croisé le mien pendant une seconde de trop. J'ai vu une pointe de panique dans ses yeux verts. Alors, j'ai fait la première chose qui m'est venue à l'esprit. J'ai tendu la main. Elle a hésité, puis ses doigts se sont glissés dans les miens. Sa peau était fraîche. On a commencé à marcher vers l'entrée, nos mains jointes entre nous. C'était le début du mensonge, le début de tout le reste. Si cette histoire commence à résonner en vous,
Si vous comprenez ce genre de silence maladroit, restez avec moi. Vous pouvez vous abonner, laisser un like, ça m'aide à continuer. Bon, je reprends, parce que c'est en passant cette porte que tout est devenu réel. On a franchi le seuil du grand hall. Une femme plus âgée, qui lui ressemblait étrangement, s'est approchée avec un grand sourire. « Juliette, et tu dois être Léo !» La main de Juliette s'est crispée dans la mienne. Le spectacle venait de commencer. J'ai hoché la tête, un sourire que j'espérais crédible collé au visage, et j'ai senti le petit oiseau en bois pressé contre sa hanche à travers le tissu de son manteau. Le week-end s'est terminé comme il avait commencé, dans un silence maladroit. Nous sommes rentrés à Lyon, je l'ai déposée devant chez elle, et je suis retourné à l'atelier. J'ai remis mes vêtements de travail, j'ai allumé la radio. Mais le bruit des machines ne couvrait pas le silence. En passant le balai, j'ai trouvé un seul confetti rose coincé dans les lacets de mes chaussures. Je l'ai ramassé et l'ai laissé sur le coin de mon établi. Les jours suivants, la routine a eu un goût différent. Je me suis surpris plusieurs fois à regarder mon téléphone posé sur une pile de planches de frêne, comme si j'attendais quelque chose. Le sifflement de la cafetière me paraissait plus fort, plus seul. J'ai nettoyé une vieille scie à ruban qui était déjà propre, juste pour occuper mes mains. Le confetti est resté là, un point de couleur absurde dans mon univers de bois et de métal. Puis, un soir, l'écran s'est allumé. Un message de Juliette. 4 mots. Merci encore, pour tout. Mes pouces ont survolé le clavier. J'ai tapé une phrase, je l'ai effacée. J'ai recommencé. 20 minutes plus tard, j'ai envoyé une réponse que j'aurais pu écrire en 3 secondes. De rien. C'était différent. J'ai posé le téléphone, face vers le bas, et j'ai repris mon travail avec une concentration nouvelle. Une semaine a passé sans un mot. Je travaillais sur une bibliothèque sur mesure, et je cherchais une référence précise sur la poésie japonaise du XVIIe siècle, pour un détail sculpté. Je savais qu'elle aurait la réponse. J'ai fixé son numéro dans mon répertoire pendant un long moment, le cœur battant contre mes côtes pour une raison stupide. J'ai fini par appuyer sur l'icône verte, en me raclant la gorge avant que ça ne sonne. Notre conversation a commencé de manière professionnelle, presque froide. Je lui ai expliqué mon problème. Elle m'a dit de passer chez elle, qu'elle avait exactement ce qu'il me fallait. Il y a eu une pause, puis elle a ajouté, d'une voix plus douce, « Comment tu vas, Léo ?» J'ai regardé le confetti sur l'établi. « Ça va, je travaille. » C'est la seule vérité que je savais formuler. Son appartement sentait le papier ancien et le thé à la bergamote. Des piles de livres formaient des tours instables dans chaque coin. Son bureau, à côté d'un manuscrit couvert d'annotations rouges, il y avait le petit oiseau en bois. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. Elle a suivi mon regard mais n'a rien dit. Elle m'a jeté au livre à la couverture usée. Elle m'a offert un café. J'ai accepté. Je l'ai regardé faire, ses gestes précis. Elle tenait sa tasse à 2 mains, le regard perdu dans la vapeur. Je me suis concentré sur le grain de beauté juste au-dessus de sa lèvre, une minuscule encre dans cet océan de choses non dites. On a parlé du livre, du bois, du temps qu'il faisait. Des sujets sûrs. Des îles. C'est devenu un rituel. Le café du mardi. J'arrivais vers 10h, sous prétexte de lui rendre un livre ou de lui en emprunter un autre. Je prenais des croissants à la boulangerie en bas de chez moi. Elle avait toujours 2 tasses qui attendaient sur la table de la cuisine. On s'asseyait, et pendant 1 heure, le monde extérieur n'existait plus. Juste le bruit des pages qui tournent et le cliquetis de sa cuillère contre la porcelaine. Un mardi de pluie, elle a parlé. De sa famille, des attentes, de la peur de décevoir. Elle a repoussé sa mèche de cheveux cuivrés. Parfois, j'ai l'impression que c'est plus simple de jouer un rôle, tu sais. Elle a dit ça en regardant les gouttes de pluie glisser sur la vitre. Je n'ai pas répondu. J'ai sorti de ma poche un petit cube de noyer et j'ai commencé à le polir avec un bout de chiffon. Le bruit régulier du frottement du tissu sur le bois a rempli la pièce. C'était la seule chose que je pouvais offrir. Son constant. Elle a posé sa tête contre sa main et m'a regardé faire. Un minuscule sourire est apparu au coin de ses lèvres. Elle n'a plus rien dit sur sa famille. On a fini notre café en écoutant la pluie et le murmure du bois qui devenait lisse sous mes doigts. J'ai commencé à remarquer les détails de son appartement. La fêlure sur sa théière préférée. Carte postale de Kyoto punaisée au-dessus de son ordinateur. En partant, j'ai vu qu'un pied de sa bibliothèque était bancal. La semaine suivante, j'ai apporté une petite cale en chêne que j'avais fabriquée. Je l'ai glissée dessous sans un mot pendant qu'elle me tournait le dos pour remplir la cafetière. Quand elle s'est retournée, elle a vu la bibliothèque,
parfaitement droite. Elle n'a pas posé de questions. Elle m'a juste regardé, la cafetière à la main, et son regard était différent. Plus ouvert, moins analytique. J'ai haussé les épaules et j'ai enfoncé mes mains dans les poches de mon jean, sentant mes joues chauffer légèrement. Marc nous a vus un après-midi alors qu'on sortait d'un café. « Tiens, tiens !» il a dit avec un grand sourire. Le faux couple a l'air plutôt vrai. Juliette a ri, un son un peu nerveux, et a changé de sujet. Moi, je n'ai rien dit. J'ai donné un petit coup de pied dans un caillou sur le trottoir. Mais ces mots sont restés avec moi toute la journée. Ce soir-là, en balayant la sueur dans l'atelier, je me suis arrêté. La ligne était devenue floue. Il n'y avait plus de faux et de vrai. Il y avait juste les mardis. Il y avait l'odeur de son appartement. Il y avait le son de sa voix quand elle essayait de trouver le mot juste pour une traduction. Passer le balai sur une zone déjà propre. Encore et encore. Quelques semaines plus tard, on marchait le long des quais de Saône. C'était le soir, les lumières de la ville scintillaient sur l'eau sombre. Nos épaules se sont frôlées. Un contact anodin qui a envoyé une onde de chaleur dans tout mon bras. Je n'ai pas bougé. Elle non plus. On a continué à marcher comme ça, un peu trop proche, dans un silence confortable. S'est arrêté pour regarder une péniche passer, les coudes appuyés sur la rambarde en pierre. Je me suis arrêté à côté d'elle. J'ai regardé son profil, sa mèche cuivrée qui bougeait dans la brise du soir. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi sur le bateau ou la température. Mais aucun son n'est sorti. J'ai simplement regardé. Ça faisait maintenant 3 mois. 3 mois de mardi. Ce soir, pour la première fois, c'est elle qui est venue à l'atelier. Elle a fait le tour, curieuse, touchant la surface d'une table que je venais de finir. Le grain du chêne était lisse sous ses doigts. L'air était chargé de l'odeur de la cire d'abeille et de la térébenthine. Et retournée, son visage éclairé par la lumière crue du néon, elle avait une question dans les yeux, une question qui n'avait rien à voir avec le bois ou mes outils. J'étais de l'autre côté de la pièce, une gouge à la main, mais mon geste s'était figé. Le bruit lointain de la ville s'est estompé. Il n'y avait plus que nous deux, dans le silence de l'atelier, et cet espace entre nous qui semblait se réduire à chaque seconde. Le néon de l'atelier a laissé place à la lumière douce du matin qui filtrait à travers les rideaux de la chambre. J'étais assis sur le bord de mon lit, les mains posées à plat sur mes genoux, regardant son reflet dans le grand miroir de la coiffeuse. Elle était déjà presque prête pour le brunch, le dos droit, un pinceau fin à la main. Le silence entre nous n'était pas celui de l'atelier. Il était différent, rempli de choses que nous n'avions pas dites la veille au soir. J'ai suivi le mouvement de sa main, précise et assurée, alors qu'elle traçait une ligne au-dessus de ses yeux. Le cliquetis discret du tube de mascara qu'elle ouvrait a résonné dans la pièce. Elle construisait un visage, une armure pour affronter sa famille une dernière fois. Je me suis frotté le pouce contre l'index, sentant les callosités de mon travail, un monde à part de ce rituel délicat. Tout cela me semblait terriblement fragile. Mon regard a glissé sur sa valise, à moitié fermée près de la porte. À côté, mon sac à dos semblait déplacé, trop simple. Dans quelques heures, je la déposerai devant chez elle. Je retournerai à ma sueur et à mon odeur de térébenthine. Ce week-end se replierait sur lui-même comme un maître de charpentier et serait rangé. J'ai pris une lente inspiration. L'air sentait son parfum et le savon de l'hôtel. Ses yeux verts ont croisé les miens dans le miroir. Le geste s'est arrêté une fraction de seconde, le pinceau suspendu en l'air. Tenu mon regard, sans expression, puis a reporté son attention sur son reflet, terminant son geste avec une concentration soudaine. J'ai senti mes épaules se contracter. J'ai dégluti, ma gorge était sèche. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle pensait. Elle a reposé le pinceau avec un petit bruit sec sur le bois de la coiffeuse. Elle a pris un tube de rouge à lèvres, l'a dévissé sans me regarder. Puis sa voix, presque trop calme, a rempli la pièce. Tu es doué pour ça, pour faire semblant. Les mots sont restés en suspens dans la lumière du matin, clairs et tranchants comme un éclat de verre. Mes mains se sont crispées sur mes genoux. Le tissu de mon pantalon s'est plissé sous mes doigts. Mon regard a quitté le miroir pour se fixer sur une latte de parquet légèrement décollée près de mes pieds. J'aurais pu la réparer. J'aurais pu la poncer, la recoller. C'était un problème simple, avec une solution simple, contrairement à celui-ci. Elle n'a pas bougé. Elle était restée là, le rouge à lèvres à la main, me fixant à travers le miroir. Elle attendait une réponse, une confirmation, peut-être juste un haussement d'épaule. Mais je n'avais rien. Mon esprit était vide.
rempli seulement de l'écho de ses mots. Le silence s'est étiré, devenant plus fin, plus tendu à chaque seconde qui passait. Je me suis levé. Le mouvement était brusque, et le lit a grincé. J'ai fait un pas vers la fenêtre, j'ai écarté le rideau d'un geste sec. Dehors, le soleil brillait sur les vignes. Des gens riaient en bas, dans le jardin, leur voix montant jusqu'à nous. Une vie normale, qui continuait. J'ai posé ma main sur la vitre froide, sentant la vibration lointaine du monde extérieur. C'était la fin du contrat. Le jeu était terminé. Je devais juste jouer cette dernière scène, sourire au brunch, et puis disparaître. C'était la règle qu'elle avait fixée. C'était ce que j'avais accepté. J'ai laissé retomber le rideau, plongeant de nouveau la pièce dans une lumière tamisée. Mon cœur battait lourdement dans ma poitrine, un rythme lent et pesant. Je me suis retourné. Elle n'avait pas bougé. Elle me regardait toujours dans le miroir. Là, j'étais une toile vierge, attendant que je peigne la suite de l'histoire. J'ai ouvert la bouche, le son de ma propre respiration sifflant légèrement entre mes lèvres. Il n'y avait qu'une seule chose à dire, la seule chose qui n'était pas un mensonge. Mon regard a trouvé le sien dans le miroir. C'était plus facile que de la regarder directement. J'ai pris une inspiration. Le son a semblé trop fort dans le silence de la chambre. Mes lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti pendant une seconde. Puis, ma voix, plus basse que d'habitude, a traversé l'espace qui nous séparait, s'adressant à son reflet autant qu'à elle. Et si je n'avais pas besoin de faire semblant? Sa main s'est immobilisée, le tube de rouge à lèvres suspendu à 1 millimètre de sa bouche. Dans le miroir, ses yeux verts se sont légèrement agrandis. Le temps a semblé s'étirer, chaque seconde remplie par le poids de ma question. Elle n'a pas bougé, n'a pas respiré. Elle est restée figée, une statue parfaite au milieu d'un geste interrompu. Elle a lentement abaissé sa main, posant le tube sur la coiffeuse avec un cliquetis presque inaudible. Son regard n'a pas quitté le mien dans le miroir. Sa voix n'était qu'un murmure, à peine plus qu'un souffle, mais elle a porté jusqu'à moi sans difficulté. Comment ça? J'ai fait un pas en avant. Mes mains sont restées dans les poches de mon jean pour les empêcher de faire un geste que je regretterais. Comme ça. Je ne fais pas semblant. Je ne faisais pas semblant hier en dansant. Je ne faisais pas semblant quand je t'ai tenu la main. Je ne fais pas semblant maintenant. Chaque phrase était posée, calme, sans effet. C'était juste la vérité. Le tube de rouge à lèvres a roulé et est tombé sur le tapis avec un bruit sourd. Elle ne l'a pas regardé. Elle s'est levée. Le bois de la chaise a gratté le parquet. Elle a traversé la pièce en quelques pas silencieux et s'est assise sur le bord du lit, à côté de moi. Le matelas s'est affaissé sous son poids. Elle regardait ses mains posées sur ses genoux. « Alors on a un problème », a-t-elle dit, sa voix à peine audible. Parce que moi non plus, je ne fais pas semblant. Et je ne sais pas quoi faire de ça. Elle a commencé à tordre ses doigts, un geste nerveux que je ne lui avais jamais vu faire auparavant. Son assurance s'était évaporée, laissant place à quelque chose de beaucoup plus fragile. Puis, la main a glissé vers la petite pochette qu'elle avait utilisée la veille. Elle l'a ouverte et en a sorti le petit oiseau en bois de merisier. Elle l'a posé dans la paume de sa main, son pouce caressant doucement la courbe de l'aile, que j'avais passé des heures à polir. C'était un petit morceau de mon atelier, un morceau de moi. Ici, dans cette chambre, mon regard a suivi son geste. J'ai regardé l'oiseau reposer dans sa main. Lentement, j'ai sorti ma propre main de ma poche et je l'ai posée sur la sienne, recouvrant ses doigts et le petit objet en bois. Sa peau était fraîche. Mes callosités ont dû lui paraître rêches. Elle n'a pas retiré sa main. Au contraire, elle est restée parfaitement immobile sous la mienne. J'ai attendu qu'elle relève la tête. Quand nos regards se sont enfin croisés, directement, sans le filtre du miroir, j'ai parlé. On peut commencer par ne plus faire semblant. Ce n'était pas une grande déclaration, juste une suggestion, une porte entr'ouverte. Le début d'un chemin que nous pourrions peut-être prendre ensemble. Une seule larme a tracé un chemin silencieux sur sa joue, abîmant le maquillage qu'elle venait de passer tant de temps à appliquer. Elle ne l'a pas essuyé. Elle a simplement hoché la tête, un mouvement minuscule, presque imperceptible. Puis elle a retourné sa main sous la mienne, et ses doigts se sont entrelacés avec les miens. Nous sommes restés assis comme ça, sans parler, pendant un long moment. Le bruit des invités qui commençaient à se rassembler dans le jardin pour le brunch nous parvenait par la fenêtre ouverte, mais il semblait venir d'un autre monde. J'ai ramassé le tube de rouge à lèvres sur le sol et je l'ai reposé sur la coiffeuse. Un petit geste pour remettre de l'ordre dans ce nouveau désordre. J'ai fini par prendre une profonde inspiration,
un peu tremblant. Elle a utilisé le dos de sa main libre pour essuyer sa joue. « On va être en retard », a-t-elle dit, sa voix encore un peu rauque. C'était un retour à la réalité, mais une réalité qui venait de basculer. J'ai hoché la tête et nous nous sommes levés ensemble. En descendant l'escalier, nos mains étaient toujours jointes. Cette fois, le geste n'avait rien d'une performance. Simple, naturel. Quand nous sommes entrés dans le jardin inondé de soleil, j'ai remarqué le grain de beauté juste au-dessus de sa lèvre. Ce n'était plus un simple détail que j'observais, mais une partie d'un visage que j'apprenais enfin à connaître vraiment. Sur la route du retour vers Lyon, la radio est restée éteinte. Le silence dans ma vieille camionnette n'était plus vide. Il était plein de tout ce qui venait de se passer. J'ai coupé le moteur devant son immeuble. Avant de sortir, elle s'est penchée et a posé ses lèvres sur ma joue. « À mardi ?» a-t-elle demandé. Ce n'était plus une question sur nos cafés. J'ai hoché la tête. À mardi. Le week-end était terminé. Quelque chose d'autre commençait. Le mardi suivait sonné à sa porte avec une boîte de croissants encore tiède de la boulangerie. Quand elle a ouvert, elle ne s'est pas juste tenue sur le seuil. Elle s'est effacée, un petit sourire au coin des lèvres, me laissant entrer dans son espace comme si j'y avais toujours eu ma place. J'ai posé la boîte sur sa table de cuisine, à côté d'une pile de livres et de ses 2 tasses habituelles. L'air sentait le café fraîchement moulu. Les mardis sont devenus des mercredis, puis des week-ends entiers. Nos vies ont commencé à se mélanger, sans qu'on en parle vraiment. Je laissais une brosse à dents dans sa salle de bain, elle oubliait un livre sur mon établi. Un soir, je suis resté dîner. Elle a cuisiné en me tournant le dos, et j'ai réparé la poignée d'une de ses fenêtres qui grinçait. Le bruit de mon tournevis se mêlait au crépitement des légumes dans la poêle. Quelques mois plus tard, j'ai apporté les étagères que je lui avais promises. J'ai passé la journée à les monter dans son salon, l'odeur de la cire d'abeille se répandant dans tout l'appartement. Elle a dirigé mes gestes avec des murmures, sa main effleurant mon dos pour me guider. Quand j'ai eu fini, on a regardé la bibliothèque vide, un espace nouveau qu'on allait remplir ensemble. J'ai laissé ma caisse à outils dans un coin, et je ne l'ai jamais ramenée à l'atelier. Maintenant, la cafetière italienne siffle pour 2 chaque matin. C'est moi qui me lève le premier. Je prépare le café en silence, en faisant attention de ne pas claquer les portes des placards. Je lui apporte sa tasse au lit. Elle la prend à 2 mains, ses yeux verts encore lourds de sommeil, et me sourit par-dessus le rebord en porcelaine. C'est un rituel simple, une conversation sans mots qui commence nos journées. Hier, en faisant la poussière, elle a pris le petit oiseau en merisier dans ses mains. Elle l'a regardé un instant, le faisant tourner entre ses doigts, comme la première fois. Puis, avec un soin infini, elle l'a posé sur la première étagère de la bibliothèque que j'ai construite, juste là où le soleil du matin vient frapper le bois. Il a trouvé sa place, il n'a plus jamais bougé. Il y a des jours où les mots ne viennent pas pour elle. Elle fixe son écran, les doigts tapotant nerveusement sur son bureau. Cette mèche de cheveux cuivrés tombant sans cesse sur son front. Je m'assois près d'elle et je commence à poncer un petit morceau de bois que j'ai toujours dans ma poche. Le son régulier, le frottement doux, remplit le silence jusqu'à ce que sa main se pose sur la mienne pour m'arrêter. Parfois, je retourne seul à l'atelier. Je passe la main sur mon vieil établi, là où j'ai noté son nom sur une chute de chêne ce soir. Le morceau de bois n'est plus là depuis longtemps. À sa place, il y a la liste des courses qu'elle a écrites ce matin, son écriture penchée me demandant de ne pas oublier le thé à la bergamote. Je souris et je passe un coup de balai sur une zone déjà propre. Ce soir, elle lit à côté de moi sur le canapé, ses pieds froids glissés sous ma jambe pour se réchauffer. Une page se tourne. Dehors, la ville vit sa vie. Sa mèche de cheveux cuivrés tombe sur son visage. Sans y penser, je tends la main pour la remettre en place. Elle ne lève même pas les yeux de son livre. C'est un geste simple. C'est tout ce dont nous avons jamais eu besoin.